bonsoir à tous. Alors nous sommes très contents de vous accueillir. Et nous sommes aussi très contents d'accueillir Marcel Courtial, que vous avez déjà rencontré pour certains il y a 3 ans. Et son épouse, Yetta. Marcel va donc faire une conférence. Et Yetta va nous parler tout particulièrement des problèmes rencontrés en Albanie, puisque Yetta est une Rome albanaise. Voilà, donc je suis très très heureuse de les accueillir, d'autant plus que Marcel Courtial a été mon professeur, j'ai eu cette chance. Voilà. Alors, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Bon, merci de votre accueil. Je ne vais pas perdre beaucoup de temps dans la courtoisie parce qu'on a beaucoup de pain sur la planche. Comme vous savez, on voudrait utiliser ce séminaire comme une espèce de lancement de réflexion sur une approche rationnelle, scientifique du racisme. Trop souvent, c'est limité à des aspects de militantisme qui n'ont pas montré tout leur effet. Au départ, je voulais utiliser une référence de Calvin qui disait que ce n'est pas par la compassion, qu'il faut donner aux pauvres, c'est la justice qu'il faut leur rendre. Et on pourrait ajouter dans la dignité qui leur est due. Mais déjà, dans cette expression, il y a déjà un dérapage, parce que le lien pauvre-homme est un lien artificiel, c'est un lien qui a été construit. Donc, l'idée, c'était d'utiliser la première réunion, comme je vous ai dit, pour lancer une réflexion sur les mécanismes objectifs du racisme et de la tziganophobie, bien sûr, dans un contexte beaucoup plus large. Avoir une série d'études analytiques qui visent à améliorer le combat contre ces fléaux. Et il se trouve que l'hiver qui vient correspond au millénaire de la déportation, du moment où les Roms ont été déracinés, l'ancêtre des Roms ont été déracinés du nord de l'Inde en direction de l'Afghanistan, qui s'appelait l'Afghanistan à l'époque, pour arriver jusqu'ici. Et on s'est dit que 1000 ans, c'est pas forcément quelque chose de significatif dans l'histoire, mais ça peut être une date emblématique pour commencer quelque chose. En ce qui concerne ce racisme et tziganophobie, on est parti de quelques constatations. D'abord, le combat contre ces fléaux n'est pas très efficace. À la différence d'autres, si vous voyez que le combat contre la nicotine, le tabagisme, le mauvais comportement des chauffeurs, etc., font des progrès. En 20 ans, le comportement des fumeurs a changé du tout au tout. En 20 ans, on ne peut pas dire que le comportement des racistes est beaucoup changé. Pourtant, la nicotine est quelque chose qui est très profondément ancré dans l'organisme. Donc il y a un problème peut-être de méthode ou de volonté politique. Ceci est vrai, non seulement dans la tziganophobie, mais au niveau du racisme général. Et quand ça ne marche pas au niveau général, ça marche encore moins bien dans la méthode. Il nous semble que l'enseignement antiraciste est trop fondé sur le rationnel et sur la démonstration logique, alors qu'il y a d'autres éléments psychiques qui sont beaucoup plus profonds et qui n'ont pas suffisamment pris en compte. Mais inversement, les dimensions politiques de militantisme, de revendication, d'émotion et d'autosatisfaction des gens qui se disent meilleurs que les autres parce qu'ils ne sont pas racistes, constituent aussi un frein. Un autre point, c'est qu'il y a une tendance souvent à confondre la lutte contre le racisme avec l'uniformisation de la société, la négation de la diversité. On est vers une société de clones, une espèce de clonosphère, et évidemment, ce sont des conditions qui encouragent plutôt le racisme que le frein. Souvent aussi, les actions contre le racisme sont déconnectées des autres phénomènes sociaux. Comme si la question Rome, par exemple, était une espèce de microcosme qui n'a pas d'interférence avec les problèmes de chômage, de crise économique, d'électoralisme, de manipulation, de troubles psychologiques, etc. Donc ça, il faut voir aussi les liens.
Et puis, enfin, il y a une espèce de tendance un petit peu manichéenne à penser à oublier les circonstances de vie harmonieuses que les Roms ont connues dans beaucoup de pays et dans beaucoup de périodes de l'histoire. C'est ça qui est montré un petit peu autour. Il y a effectivement des attitudes tziganophobes inacceptables, mais l'histoire du peuple rom ne se limite pas à ça. Il y a aussi, il faut prendre en considération aussi tout ce qui est positif, ce qui était positif, c'est une preuve que ça peut le redevenir. Voilà, et ce sera l'occasion de vous distribuer un document de l'Union romanienne internationale que j'ai traduit très rapidement. Que j'ai traduit très rapidement pour, donc à l'occasion justement de ce millénaire. Vous verrez qu'il insiste un petit peu sur la notion de trépied, en ceci que très souvent les activistes pensent que si on fait du social, on ne peut pas faire du scientifique. Si on fait du scientifique, on ne peut pas faire de l'entrepreneuriat, encourager les jeunes à entreprendre. Ceux qui font ça, ils ne reconnaissent pas le social comme étant du paternalisme, ils ne reconnaissent pas le scientifique comme étant de l'élitisme, etc. Donc on a trois piliers qui devraient converger et s'appuyer les uns les autres et qui sont dissociés. Donc on voudrait passer dans ce nouveau millénaire à une meilleure... Vous verrez ça là. Et je vais me baser sur la question de l'histoire des Roms en France, la discrimination des Roms en France. Donc 5 panneaux sont consacrés à ça. Je ne vais pas entrer dans les détails de définition, puisque ça fait perdre du temps. Vous trouverez ça sur les panneaux. On peut vous envoyer aussi des informations par la suite. Mais sachez que ça, je le fais aussi en Allemagne et en Espagne, bien sûr à chaque fois avec les histoires des pays différents pour essayer de lancer sur plusieurs pays cette réflexion. Alors je ne vais pas revenir sur le départ des Roms de l'Inde, j'en ai dit un mot et vous trouverez sur le premier panneau beaucoup d'informations. Je passe directement à l'arrivée des Roms en France, qui a eu lieu, la première fois où les Roms sont mentionnés, c'était le 22 août 1419. Vous voyez exactement 400 ans après le départ de l'Inde, et ça fera 600 ans l'année prochaine. Donc on a 1000 ans, 400 ans, 600 ans qui s'enchaînent. La première période, et les Roms sont bien reçus. François de Vaudefeuille, qui était un chartiste de choc, qui a fait des travaux fantastiques, estime qu'à cette époque, je le cite, l'aristocratie occidentale paraissait voir en ses chefs venus d'Orient les membres d'une caste semblable à la leur et contrainte à l'exil. Donc pendant presque un siècle, les Roms sont très bien reçus. Ceci dit, il y a des mouvements qui sont des mouvements d'une certaine noblesse rom, donc des gens qui vont directement voir le pape, l'empereur Sigismond de Luxembourg, qui était le personnage le plus important d'Europe au début du XVe siècle, qui leur donne des lettres, des sauf-conduits, etc. Et puis une espèce de piétaille qui fait un peu pitié, et justement avec parfois ils circulent ensemble, parfois non, et ça c'est une des raisons qui font que les textes ont des comportements différents vis-à-vis des Roms. Les ragots arrivent très vite. Lorsque les Roms arrivent à Paris, c'est-à-dire qu'ils sont habitués à rencontrer les nobles, et lorsqu'ils arrivent, lorsque les sauf-conduits de Sigismond ne sont plus valables, puisqu'ils arrivent en une France qui n'est pas la France, puisque c'est la guerre de 100 ans et les sous-occupations anglaises, ils arrivent à Paris en 1427, et ils disent « Mais où sont vos rois ?» Et les Français les conduisent à Saint-Denis, où sont enterrés les rois. Il y a eu un malentendu visiblement. C'est pour ça que la première fois où on voit des Roms en France, enfin, on les avait déjà vus à Châtillon-sur-Chalaronne, qui à l'époque était dans le Grand-Duché de Savoie, mais dans la région parisienne, pour la première fois, c'est 9 ans après. Et les ragots commencent, qui sont rapportés par celui qui signe le bourgeois de Paris, qui en fait est un prélat de l'époque, qui est resté anonyme. Il écrit « Parlant aux créatures », alors créatures, il disait ça pour désigner les femmes, que ces Roms, parlant aux créatures par art magique ou autrement, ou par l'ennemi d'enfer, ou par entre-gens d'habileté, faisaient vider les bourses aux gens et le mettaient en leurs bourses. Et le bourgeois de Paris, donc ce prélat,
qu'on commente vraiment, je y fus 3 ou 4 fois pour parler à eux, mais oncle ne m'aperçut d'un denier de perte, mais ainsi le disait le peuple partout. Donc il y a déjà des ragots, mais des ragots qui sont finalement d'une grande banalité vis-à-vis des étrangers. Pendant 3/4 de siècle, il ne se passe pratiquement rien, les Roms sont bien reçus, sauf un petit conflit local en 1453 à côté de Reims, mais la situation se détériore au début du XVIe siècle, lorsque Louis XII donne ordre à la ville de Rouen de chasser les Roms, quels que soient leurs documents, authentiques ou non. Et en 1510, la ville de Blois chasse les prétendus égyptiens sous menace de pendaison. Vous voyez, ça se capte. Et on a le début des calomnies, accusations de vol, de mendicité, de ne pas avoir de religion. Alors cette accusation d'être des mécréants, de ne pas avoir de religion est intéressante dans la mesure où ça fait écho à des récits de notaires qui avaient rencontré des Roms en Syrie et qui avaient constaté qu'ils s'entendaient très bien, aussi bien avec les Juifs qu'avec les chrétiens et les musulmans. Ludolphus von Zudheim dit ils sont grecs avec les Grecs, sarrasins avec les sarrasins et juifs avec les Juifs. Donc en bon français, orthodoxes avec les orthodoxes, musulmans avec les musulmans et juifs avec les juifs. Ils partagent Noël et Pâques avec les chrétiens, l'Aïd avec les musulmans et Passera avec les juifs. Un autre écrit peu après, ces gens, chaque fois qu'ils arrivent en un lieu, peuplés de chrétiens, y compris d'hérétiques, ou de sarrasins, ou de tout autre peuple, ou de juifs, et aussi longtemps qu'ils sont parmi eux, se comportent conformément à toutes les pratiques, coutumes et traditions de ces gens avec qui ils vivent, et là où les autres jeûnent, fêtent, mangent, boivent, travaillent, sont en deuil, pleurent ou se réjouissent, tous ces hommes, dont il s'agit des Roms, font de même avec les autres, au même endroit. Le matin, ils vont tous à l'église avec des trompettes et d'autres instruments de musique avec leurs femmes et leurs enfants, du plus petit au plus âgé, en jeûnant, et ils y arrivent en priant Dieu, tous ensemble, comme des frères, en grande humilité. Alors, c'est une excellente définition de l'intégration. On pourrait difficilement trouver mieux. Ça monte à 1370. Mais c'est justement ce sentiment d'intégration hérité de l'Inde. Vous savez, il n'y a pas de conflit. Enfin, maintenant, il y en a. Mais traditionnellement, il n'y a pas de conflit entre les différentes convictions en Inde. On peut choisir un petit peu ce qu'on veut, trouver sa place. C'est pas comme le christianisme, l'islam, le judaïsme, etc. Donc ce respect mutuel entre les communautés est perçu comme un signe d'irréligion, de mécréance, d'opportunisme. Et c'est ce stigma qui va rester pendant longtemps, alors qu'aujourd'hui, les croyants commencent à apprendre, au moins les plus progressistes, à se respecter entre eux. Le stigma est resté, ce stigma qui a marginalisé en partie les Roms, il est resté, alors qu'il n'est plus du tout de ces hommes. Alors les questions se continuent avec François Ier. On voit de plus en plus des plaintes de riverains. J'appelle riverains les non-roms. On dit en Roumanie les gadgets, mais il y a d'autres, on peut dire les non-roms, mais je préfère dire les riverains, c'est plus neutre. Et ces actes notariés qui consignent les plaintes apparaissent vraiment comme une mode. Comme quelqu'un qui a lancé ça, il va se plaindre, et puis les autres se suivent. Ça fait un peu boule de neige. Et ça arrive au niveau les plus élevés, comme Jean Bodin, le juriste consul Jean Bodin, qui était à l'époque un économiste reconnu, philosophe, etc. Il les compare à des guêpes qui viennent manger le miel des abeilles. François Ier chasse les vagabonds avec la tête tondue sous peine de galère pour 3 ans, mais il a un comportement assez ambigu parce qu'en même temps, il donne des lettres patentes de protection pour les grands Roms, dont qui étaient des connaissances, pas des amis, on peut dire, mais qui étaient des connaissances. Donc il est ambigu à ce niveau-là. Et les parlements locaux, les autorités menacent les Roms de galères, de pendaison, etc. Ceci dit, beaucoup de Roms vont se plaindre auprès des autorités et ils ont gain de cause. Ici, comme on a pu le constater aussi en Écosse, il y a des compensations qui leur sont données pour différentes injustices. Je pense par exemple à un procureur de Paris qui s'était élevé contre des parlements locaux qui avaient menacé les Roms de galère et de pendaison et qui les reconnaît comme bonne famille française.
Et là, c'est un lien. Pourquoi bonne famille française, notamment pour une raison, c'est que ces Roms mieux placés étaient en relation avec la noblesse, ils avaient des liens de parrainage importants. Souvent, les parrains étaient, les nobles étaient parrains de ces Roms. Et là, c'est un second problème contre les Roms en France, c'est qu'au moment où le féodalisme commence à décliner, où on va de plus en plus vers la convergence des pouvoirs, vers la centralisation, vers un pouvoir central, les Roms qui sont aussi au service des féodaux locaux, évidemment, sont très mal vus par le trône. Mais d'autres sont aussi au service du roi, notamment de Henri IV. Ensuite, on passe à la période de Louis XIII. Louis XIII, qui, gamin, refuse de manger tant que des bohémiennes dansent pour distraire l'Assemblée. Parce qu'il dit, elles ont les mains sales, je ne peux pas manger tant que ces femmes sont ici. On sait par la suite que c'est Catherine de Médicis, qui était extrêmement tsiganophobe, qui avait inculqué cette vision à son fils, puisqu'elle a donné, à un moment où elle était régente, elle a interdit aux nobles d'ouvrir leurs portes aux Roms, aux bohèmes, elle disait, et de leur donner des lettres de protection. Mais ce qui est important, c'est qu'à l'époque, au niveau intégration aussi, quand un Rome important mourait, il n'était pas rare de voir 300, 400 personnes à son enterrement pour le peuple, et y compris des nobles de plus haut. Mais ça n'empêche pas que continuent les vagues de calomnie, ou du moins d'accusations, de vol, d'escroquerie, qui se diffusent dans le peuple. On les accuse d'attraper des poulets, la fameuse poule des gitans, et des chats aussi pour les manger, de faire la contrebande de lait et de tabac. Et leur identité, comme prétendu égyptien, devient la condition d'égyptien. Ils ne sont plus égyptiens, ils sont des conditions d'égyptiens. On pourra parler après les différents termes égyptiens, gitans, etc. Mais là, ça n'est pas le sujet. Antoine Prévost, donc l'abbé Prévost, rapporte qu'un de ces Égyptiens lui aurait confié: comme il est nécessaire à notre condition d'Égyptien d'être noir, ou du moins fort basané, et que la nature ne répond pas tout à fait à nos vues, nous employons un peu d'art, et il lui montre une provision de graisse dont il se frottait pour faciliter l'action du soleil. Nous trouvons le soir, à quelques pas d'ici, des fours à charbon où la fumée achève de nous donner une couleur qui ne s'efface pas de longtemps. Donc c'est totalement inventé, évidemment, c'est fake news, comment dire aujourd'hui, mais ça rentre, ça circule, et puis l'abbé Prévost, c'est pas n'importe qui. Je ne sais pas qui lui a raconté ça, je ne pense pas quand même qu'il l'a inventé lui-même, mais quelqu'un l'a inventé et lui a vendu ça. Et on voit à ce moment-là se former une représentation. La représentation de ces Égyptiens noirs. Et on a la même chose au niveau de la Grande-Bretagne, au niveau de l'Espagne. On en arrive à la période de Louis XIV et de son bien-aimé ministre Jean-Baptiste Colbert. Rappelez-vous que c'est quelqu'un qu'on connaît pour avoir écrit le fameux Code noir des esclaves nègres de l'Amérique. Lui aussi, il va sévir contre les Roms en disant que les Bohèmes ont commis plusieurs meurtres, des vols et des pillages, et que ces gens-là ne savent rien faire d'autre que de piller les autres, que de piller les autres nations. Donc il s'agit bien d'un peuple considéré, puisqu'il emploie le mot nation, ça n'est pas un groupe social. Et c'est là qu'on voit l'amalgame qui est fait entre vagabonds bohémiens, d'une part, et vagabonds étrangers et bohémiens. Ou romanichés, on disait plutôt bohémiens à l'époque. Tout ça, ces bohèmes, ces roms, vont être perçus uniquement à travers la dimension de la délinquance. Le vagabondage, à l'époque, ce n'était pas un cadeau pour la population, surtout la population rurale. Il y avait beaucoup de vagabonds qui étaient vraiment très dangereux, vous connaissez ça. Mais l'acte de racisme ici, c'est d'avoir intégré la totalité des Roms parmi ces vagabonds dangereux. Et après 2 ou 3 coups d'essai de Colbert, on arrive à 1682, à la fameuse déclaration du Rouet contre les Bohèmes de Louis XIV, selon laquelle tous les Roms doivent être arrêtés et envoyés aux galères jusqu'à leur mort. Les femmes doivent être rasées et enfermées dans des hôpitaux, et les enfants doivent être élevés comme des orphelins. Alors si on reprend, ça veut
évidemment, ce serait un anachronisme. Mais si on reprenait la convention sur les génocides, dont on a fêté le 70e anniversaire, c'est la définition d'un génocide. Séparer les hommes des femmes pour empêcher leur reproduction. C'est prévu par la convention. Alors, de quoi on accuse ces gens? On les accuse de vagabondage. On les accuse de se réunir en un lieu. Nous aussi, on serait peut-être coupables. On les accuse de mendicité. On les accuse de dire la bonne aventure. Alors là, il y a une dimension particulière, c'est que la bonne aventure, c'est surtout, c'était hérité en bonne partie de la tradition indienne, mais c'est un acte de psychologie. Je dirais plutôt un acte de conseil de psychologie, parce que les braves dames, les Romiens qui vont dire la bonne aventure, ne vont pas simplement raconter des histoires sur le futur. Bon, elles vont promettre le bonheur dans 3 semaines ou 3 mois ou 3 ans, ce qui est quand même beaucoup plus vendable que l'Église qui promet le bonheur après la mort. Déjà, c'est une concurrence un petit peu pas en faveur de l'Église. Mais surtout, au-delà des prévisions de la bonne aventure, telles que c'est vu, c'est des femmes qui ont une grande expérience de psychologie, c'est souvent des femmes âgées et qui vont conseiller les mères pour leurs enfants, qui vont conseiller les femmes pour leurs maris, qui vont conseiller les jeunes mariés vis-à-vis de leur belle-mère. C'est souvent des conseils vraiment triviaux, très très simples, mais qui apportent une aide à ces gens. On va les accuser de travailler avec les armes, donc ils enseignent souvent le maniement des armes aux jeunes nobles. On les accuse de magie et de sorcellerie, et puis bien sûr de vol et de divers autres délits. Malgré toutes ces interdictions, et malgré la déclaration du Rouet, beaucoup de gens connus, des seigneurs importants, autres notables, comme des consuls de province ou des officiers, continuent de fréquenter les Roms, ils les accueillent à leur table, et ils les protègent contre les juges et contre les soldats, parfois en prenant les armes pour les défendre. Là, du côté de nos ennemis, on peut citer un officier de police de Louis XIV, Gabriel Nicolas de la Reynie, qui se spécialise pour arrêter et envoyer les Roms aux galères. Alors, sous les accusations suivantes, d'être des bohèmes et vagabonds, grand délit, vagabonds sous le nom d'Égyptiens, bohèmes sans aveu, ou personnes trouvées avec des bohémiens. Ça, c'est les quatre accusations que j'ai trouvées. Mais après sa mort en 1709, ça continue, et François de Faultier, dont je vous ai parlé il y a un instant, a dépouillé les registres des galères. Et en 1739, par exemple, sur 94 Roms envoyés aux galères, 3 étaient coupables de délit. 91 étaient aux galères parce qu'ils étaient Roms. 2 pour avoir volé de la nourriture, et le 3e pour avoir volé 2 fusils et 2 pistolets. On l'appellera aujourd'hui un terroriste. Voilà. Une personne importante, un conseiller de Louis XV et Louis XVI, Guillaume le Drône, qui était connu d'abord comme chef de file des physiocrates. Donc, tout ce qui est naturel est bon, tout ce qui n'est pas naturel n'est pas à suivre. Écrit un mémoire sur les vagabonds et sur les mendiants, où il écrit notamment, vous avez des reproductions facsimilées là-bas de passage, mais il y en a un qui est particulièrement éclairant, c'est quand il dit qu'on donne une récompense de 10 livres pour la tête d'un loup, un vagabond est infiniment plus dangereux pour la société. Et il écrit vagabond avec un V majuscule, ce qui montre bien que c'est pour lui une ethnie. Et les Roms continuent tout de même leurs travaux. Leurs connaissances en médecine et en chirurgie humaine et vétérinaire, pour l'époque, sont bonnes et appréciées des paysans. Entre parenthèses, j'ai trouvé un remerciement à la bibliothèque de Sarajevo, en turco-ottoman, d'un certain nommé Ismaïl, qui avait été soigné d'un calcul rénal par un Rom. Donc, apparemment, il y avait une certaine connaissance de la médecine pratique. Dispensé un peu partout. La danse, la musique, le chant, les arts martiaux, travaille bien sûr avec les chevaux, ça tout le monde le sait, dressage des animaux savants qui ne pensent à la chèvre de Esmeralda. Alors ils font des filtres d'amour, alors si ça marche très très bien. Aujourd'hui on peut trouver la même chose sur Internet. La magie, la divination, donc je vous ai dit ce que je pense de la divination. Travail des métaux, bien entendu, le commerce des ânes. Dans les Pyrénées, ils se spécialisent dans les mulets.
Et dans la tonte des mulets, vous savez, dans la péninsule ibérique, les Roms, on a l'expression qui dit que le Rhum peut tondre n'importe quoi, inclus sur le souhait. Même un œuf, le Rhum peut le tondre. Le tondre, pardon. Ils vendent des cuillères en colportage, des ustensiles de cuisine, des aiguilles et un objet qui est très important, qui nous semble dérisoire aujourd'hui, des peignes en corne. Et les peignes en corne, au XVIIIe siècle, c'est important parce que ça permet de lutter contre les poux. Et donc contre les épidémies qui sont portées par les poux. Voilà, il faut être quelque chose dans le contexte. Mais tout le monde n'a pas l'attitude de M. Le Trône, ni de M. de la Reynie. Le prince Charles-Joseph de Ligne, un diplomate belge qui était écrivain aussi apprécié, a écrit un mémoire sur les Égyptiens. Alors il était au service, ce Belge, du trône d'Autriche, et il écrit comme ça: ils n'assassinent point. Ils sont braves quand on en prend de force dans nos régiments hongrois, craintifs pour les châtiments, mais point pour les dangers. Alors, sous Louis XV et Louis XVI, la police continue d'enfermer les bohémiens et elle crée des ateliers. On appelle ça des ateliers. En fait, c'est des travaux forcés en France, mais les Polonais feront la même chose un peu plus tard. Donc, on notera toute personne qui est rome, qui est identifiée comme bohème, on les enferme et ça devient une force de travail gratuite. Et ce siècle est le siècle des Lumières, on ne l'oubliera pas, qui est un système de pensée, bien sûr, orienté dans son ensemble vers la libération de la pensée, vers la libération de l'expression, mais qui est tout de même limité au modèle occidental des valeurs, qui est une référence unique et unitaire. Et les Roms n'ont aucune place là-dedans. Et les clichés faux, il y a des clichés qui sont vrais, qui aident à soulager la pensée, mais la plupart des clichés sont tout de même faux, de voleurs sales et d'arriérés lubriques dépourvus de culture, alors si c'est une citation, tout ça, ça n'est pas remis en cause par les Lumières. Diderot, vous avez des fragments de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert ici, mais les abbés Prévost, on en a parlé il y a un instant, et Mallet, les mentionnent comme mendiants, nomades, vagabonds, débauchés, vivant de vol et d'escroquerie. Et Voltaire dit à peu près la même chose, il y a un morceau de Voltaire. Donc l'image du Rhum, à l'époque, continue du bohème ou du bohémien, continue à s'enrichir, et surtout de ces aspects, et à s'appauvrir de toute la réalité qui est autour. Et puis on arrive à la question du teint. Alors là, c'est évidemment un grand problème. Pas pour moi, je suis peut-être aveugle, mais pour les gens qui voient bien, qui sont plus perspicaces que moi, le teint et la couleur de la peau posent visiblement un problème. Et dans cette France où le teint de visage idéal était d'être comme du lait, les paysans travaillaient au soleil, donc ils n'étaient pas comme du lait, l'idée de peau noire est adjointe à l'idée de Rome. Et on ne voit pas ça avant. Les peintres antérieurs au XVIIIe siècle peignent des portraits de femmes roms, de gitanes, de Rambia, etc., qui sont de la couleur de la femme. Mais à partir d'un certain moment, le noir intervient, parce que les Roms sont arrivés suffisamment dans le nord pour qu'ils fassent une différence par rapport au teint général, et on va dire ils sont noirs. Donc évidemment, quand on dit qu'ils sont noirs, on ouvre là la porte à toutes les symboliques qui sont liées, le diable, la nuit, etc., etc. Dans les Balkans, on ne le dit pas, puisque les Roms ont plutôt contribué à éclaircir le teint des Balkans. Alors, je fais une petite parenthèse, c'est qu'à ce niveau-là, il y a une confusion entre deux groupes, entre les Roms proprement dit, un autre groupe qui sont les Mohésos roumains, qui se sont retrouvés esclaves à côté des Roms, dans les principautés danubiennes, et qui ont porté le nom de tziganes ensemble. Tzigane, à l'époque, en roumain, ce n'était pas du tout une référence ethnique, ça veut dire esclave. Esclave pour des raisons, on pourra en parler après. J'ai publié récemment au musée de l'immigration une mise au point là-dessus, il y en a un exemplaire, mais je peux vous envoyer par Internet. Et cette population, mohéso-roumaine, est une population autochtone, et les Balkans étaient d'une population noire, comme les Égyptiens. Et les Balkans ont commencé à s'éclaircir avec l'arrivée des Illyriens, l'arrivée des Grecs, les enfants blancs, l'arrivée des Slaves, l'arrivée des Goths, dont on fait le tour par là
la mer Noire, etc., etc. Donc la population des Balkans s'est éclaircie, mais c'est cette population moéso-roumaine, elle parle roumain, mais sa zone d'origine c'est la Moésie supérieure, qui correspond au sud de la Serbie, était très très sombre. Elle continuait à rester entre eux et ils continuaient à être très sombres. Et les Roms ont été mélangés à eux, qu'ils soient blancs, noirs, verts, jaunes, ça n'a vraiment pas d'importance, mais il y a eu cette confusion, cet amalgame avec les némoéso-roumains sous le nom de Tziganes, puis de Tziganes, et évidemment ça a alimenté tous les fantasmes anti-noirs de cette population occidentale. Kant, lui, ne parlait pas de noir, il parlait de olivâtre, en parlant des Roms, disant qu'ils ont gardé la même couleur olivâtre que les Indiens, ce qui prouve leur origine indienne. La Révolution oublie les Roms, et je reprendrai, si vous voulez bien, au panneau suivant. Donc je ne dis pas la même chose que les panneaux. Hein. Ce n'est pas un parallélisme, ça se complète l'un l'autre. Au XIXe siècle, on tombe dans une période d'aggravation du comportement vis-à-vis des Roms. Et c'est intéressant de voir que ça commence par la grande rafle du Pays Basque, où le préfet de Castellane décide en une nuit de rafler tous les Roms du Pays Basque français et de les envoyer en Louisiane à l'époque. Et puis on perd la Louisiane, donc ils ne sont pas envoyés. Et le premier consul, Bonaparte, Napoléon pour les intimes, va les répartir dans des prisons un peu partout où ils vont mourir dans des conditions dramatiques, simplement parce qu'ils étaient Roms. C'est aussi apparenté à un comportement génocidaire. Et quand on lui demande mais pourquoi qu'est-ce qu'ils ont fait, il répond non, eux, ils n'ont rien fait. Mais leur simple présence, leur simple existence va inciter les délinquants locaux à commettre leur forfait. Et donc ces gens n'ont pas le droit d'exister. C'était une vue assez générale au début du XIXe siècle, puisqu'on a également à Strasbourg le même genre de déclaration qui dit « Nous n'avons aucune charge contre eux, mais nous ne pouvons pas les garder. » Voilà. Alors, il y a d'autres qui accusent tout de même les Roms en même temps d'être dégoûtants, fainéants, menteurs, escrocs, ingrats, ivrognes, libidineux. Alors, je ne fais pas toute la liste, je l'ai en forme électronique, mais là, je vous en fais grâce. Toute une collection d'adjectifs qu'on trouve rassemblés sous la plume, par exemple, de Madame Vauthéavril, une célèbre patronesse de l'Église, qui conclut son article pour les jeunes filles en disant « Ils ne connaissent ni Dieu ni l'âme, et dans leur langue, il n'y a pas de mots pour exprimer ces deux notions. » Désolé, on dit Devel pour Dieu, qui vient du sanskrit Devata, qui signifie divinité, et on dit Ogi pour l'âme. Le mot existe, on ne connaît pas l'étymologie, mais il existe. Et comme vous voyez, l'ignorance ne ferme pas la bouche ni n'arrête pas la plume. Alors au XIXe siècle, on a quelques dates quand même intéressantes. Vers 1950, l'invention de la roulotte. Donc toute personne qui vous parlera de l'arrivée des Roms en Europe sur des roulottes fait un anachronisme, puisque les premières roulottes à 2 ou 4 roues apparaissent vers 1850. On commence à avoir des rassemblements à l'église de Notre-Dame de la Marque, plus connue en français sous le nom de Sainte-Marie de la Mer. En 1959, Franz Liszt, qui était à Paris à l'époque, publie son livre controversé « Des bohémiens de leur musique en Hongrie ». Je dis qu'il est très controversé parce que tout de même, n'oublions pas que c'est un pamphlet antisémite, il est plus antisémite que musical. Et bon, c'est pour ça que les réimpressions sont plutôt rares. 48, si 48 je devrais le citer, une date importante, j'étais avant-hier au cabinet du ministre Blanquer pour essayer de faire passer quelques informations sur les Roms dans le cursus d'histoire, et j'insistais pour faire passer 48. Pourquoi 48? C'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans les principautés danubiennes, qui sont aujourd'hui en Roumanie et en Moldavie, les Roms ont été 500 ans esclaves, mais les fils de propriétaires d'esclaves des principautés danubiennes étaient venus faire des études en Sorbonne, et ils avaient participé au mouvement pour l'abolition de l'esclavage dans les Antilles. Fils de propriétaires d'esclaves. Et de retour au mois de juin, après passer leurs examens, ils sont rentrés en Roumanie et ils ont fait abolir l'esclavage en Roumanie. Donc ça me semble qu'au-delà des faits,
Ça me semble, pour les élèves, un élément de réflexion important. On a eu de nouvelles arrivées de Rome en 1860-80, donc certains d'eux sont des émancipés de la Roumanie. Mais là, si vous voulez, la construction de l'image continue à se faire avec l'exposition universelle, la deuxième surtout, puis la troisième un peu, sur la fabrication de l'image avec ces tziganes. C'est de cette époque que date le Z était rajouté pour faire plus exotique. Et puis les représentations du Zigeuner Baron de Strauss, le fils, qui a été joué 60 fois à Paris, qui était considéré comme une opérette favorable au Rome, mais qui en fait ne fait que renforcer les stéréotypes. Je ne parlerai pas de Jules Ferry, je vous invite à regarder la citation, je le dis quand même. Jules Ferry avait, comme vous le savez, ouvert l'école à tout le monde, mais l'illustration publie aussitôt un article que si les Romanichels s'imaginent qu'ils peuvent envoyer leurs enfants à l'école, ils comprendront bien vite que ces portes sont fermées pour eux. Voilà, donc la presse joue un rôle, vous allez voir ça, il y a des représentations du Petit Parisien, de l'illustration, etc., du supplément illustré. Les calomnies dans la presse atteignent des sommets vertigineux de l'absurde, et les élus commencent à utiliser ça pour leur intérêt électoraliste, en surfant sur la notion de ce vagabond étranger qui terrorise, je cite, à coups de poing, à coups de couteau et à coups de malédiction, les pauvres paysans honnêtes. Autre citation, ces voleurs nus, chez qui le frère dort avec la sœur, des gens qui ne connaissent pas ce que sont le travail et la possession, ils n'ont pas de morale et font circuler les épidémies. C'est dans le journal, c'était un journal qui s'appelait Le Journal, de 1897. Et c'est de là que vient le terme utilisé en Normandie, les consanguins, pour parler des Roms. On voit évoluer l'image. Au début du XVIIIe siècle, on parlait d'enfants qui avaient été volés, mais qui étaient bien traités. Donc c'était l'histoire d'Esmeralda, volée par des bohémiens, mais très bien traités finalement. Mais bientôt, ces enfants deviennent torturés. Hein, vous avez des images qui représentent ça. Alors, ça fait des milliers de pages qui vont faire peur jusqu'au fond des chaumières, des villages les plus perdus. Quand François de Vaudefoltier vérifie les annales de la police, ne mentionne pas le moindre vol d'enfants par des bohémiens. Et Vaudefoltier, je l'ai appelé le tsunami des archives, parce que vraiment, quand il passe dans une archive, il ne reste rien après lui. Il a tout épuisé. Victor Tissot, qui est plus ou moins écrivassier, journaliste, qui a fait un livre qui s'appelle Voyage au pays des Tziganes. Il fonde une revue en 80 et il écrit « Les bohémiens sont d'éternels vagabonds ». Là, vagabonds, Jules Ferrand, Marginaux, etc. Mais une phrase est particulièrement intéressante. « Puisqu'ils ne peuvent pas être assimilés, il ne reste rien d'autre pour eux que l'élimination. » Prémonitoire. Surtout à une époque où le racisme s'est arrogé l'étiquette de scientifique. Alors, quelque chose que je tiens à souligner, c'est que tout le monde n'est pas comme ça. Hein, même s'il y a des journaux qui font leur blé avec ça, ou leur beurre, il y a des responsables plus intelligents, je pense à des ministres, à des juges, notamment du tribunal d'Amiens, du tribunal de Lyon, du tribunal de Mâcon, qui s'efforcent de combattre cette haine. Mais ils laissent faire les petits élus locaux qui chassent les Roms d'un village à un autre et qui vont les chasser jusqu'à la frontière, jusqu'à l'Allemagne, qui elle-même va les renvoyer en France. Et on voit apparaître vers la fin du XIXe siècle des illustrations dans les journaux avec des Roms qui sont coincés dans le No Man's Land entre la borne allemande et la borne française. Dans beaucoup de communes, on n'autorise même pas aux Roms de dormir ne serait-ce qu'une nuit. Et les gens sont ainsi ballottés d'une localité à l'autre. Parmi ceux, les voix qui se détachent de ces rumeurs, Flaubert, qui écrit « La haine contre eux est très profonde et compliquée. C'est la haine contre le philosophe, contre la personne isolée, contre le poète. Dans cette haine, la peur est un poids important. » Et un autre auteur, en 1900, j'ai envoyé à
comme on indique le texte en forme électronique, qui pourra vous faire circuler, une petite nouvelle dans son livre Au fil des jours, un relativement jeune journaliste, décrit avec détail une psychologie très très fine comment les paysans vendéens vont persécuter les Roms. Et ce journaliste, ce novelliste s'appelait Georges Clemenceau. 12 ans après, il change tout à fait d'attitude. 3 dates sont importantes pour le passage de la Belle Époque. 1895, il y a un recensement de tous les vagabonds de France. On en trouve 40 000. Sur ces 40 000, 25 000 sont des Romanichels. 6%. Ça n'empêche pas qu'il y a l'amalgame entre le Romanichel et le vagabond. Donc 94% ne sont pas des Roms, mais tous les vagabonds sont Roms et tous les Roms sont vagabonds. Aujourd'hui, sur la population rome d'Europe, il y a 98% qui ne bougent pas du tout et 2% seulement qui ont un mode de vie mobile. Alors 95, c'est à peu près le moment où la Bavière va monter sa centrale tzigane sous la direction du citoyen Dillmann, Alfred Dillmann, dont ses collègues diront qu'il n'a pas fait carrière par son intelligence, et qui va publier le Tzigeunerbuch, qui a servi de base ensuite aux nazis, de référence plutôt que de base, pour leur génocide. Et en 1907, en France, commence une grande polémique au sujet de ces bohémiens. Que faire de ces bohémiens, de ces Romanichels? Aucun député n'est capable au Parlement d'expliquer de quoi il s'agit. Tout le monde les insulte, tout le monde vomit des ignominies à leur sujet, mais personne ne sait qui c'est. Fernand David, un des députés, dit « Nous ne voulons rien savoir d'autre qu'une solution ». Et en 1912, sous l'impulsion de Clemenceau, justement, qui a un petit peu changé depuis, paraît la loi du 16 juillet avec le fameux carnet anthropométrique, on pourrait presque dire anthropophagique, ce barolil que tout Rome de 13 ans et au-dessus devait porter et faire viser 2 fois par semaine à la gendarmerie. On les appelle des nomades, alors que nomade désigne normalement, en bon grec et en bon français, les pasteurs qui vont suivre, les pasteurs qui suivent la transhumance, qui vont d'un nomos à un autre, donc d'une prairie à une autre. Mais on ne peut pas les appeler des bohémiens ni des romanichels, ça serait anticonstitutionnel, puisque ça serait une ethnie. Donc on va détourner le mot nomade pour les appeler comme ça. C'était pas une première. Hein, vous savez qu'en Algérie, vous vous rappelez, ça avait déjà été utilisé dans les années 1850 pour trouver un moyen pour se débarrasser de certaines populations. On arrive à l'entre-deux-guerres et beaucoup de militants estiment que la presse d'entre-deux-guerres était particulièrement abjecte. À mon avis, après avoir lu et relu, je trouve qu'il y a un progrès quand même si elle développe un exotisme énorme. Mais c'est un exotisme qui est souvent bienveillant. C'est le même exotisme ambigu qu'on a vis-à-vis de certaines colonies, qui n'est pas de la, comment on peut dire, de l'insulte, mais qui correspond à la période de l'entre-deux-guerres, justement. Ce n'est pas une véritable hostilité. On n'a plus ces attaques, comme on dit au XIXe siècle, sur les rapts d'enfants, sur le vol, sur les robes qui sont lubriques, sur la consanguinité, etc. On n'a plus ça. On a plutôt de l'exotisme, avec évidemment la dimension qu'il faut donner à l'exotisme, surtout dans ce contexte. On arrive à la Deuxième Guerre mondiale, donc comme vous le savez, on a 30 camps en France, 30 camps d'internement en France. C'est le Lebrun qui avait lancé cette idée d'arrêter les nomades, puisque c'était le mot utilisé, parce qu'ils risquaient de servir d'informateurs pour l'ennemi. On trouve toujours des prétextes sécuritaires ou sanitaires quand on veut tuer son chien. Et puis la Laval, bien sûr, je ne parle pas de Pétain, dans la suite, enferme ces Roms. 27 camps dans la zone occupée, 3 ou 4 dans la zone dite libre. 6500 sont enfermés, à peu près un tiers va mourir de faim, de maladie et de conditions
qui sont dans vos avis, c'est marqué sur les panneaux, je ne reviens pas là-dessus. Et après-guerre, on ne peut plus utiliser le mot nomade parce qu'il est vraiment occupé, comme on dit, donc on va inventer la notion de gens du voyage, mais ça continue, vagabond, nomade, gens du voyage, et plus tard roumain, et plus tard yougoslave, et plus tard roumain, ça va toujours être des euphémismes pour désigner les Roms, comme si dire qu'il s'agit de Roms, ou de Romanichel ou de Bohémien, c'était une insulte. Donc on a déjà a priori que le nom du peuple est une insulte. Évidemment, il est difficile de dépasser ce niveau. Et dans ce système, le carnet anthropométrique est quand même supprimé en 1969, remplacé par les carnets de circulation, qui vont être abolis à leur tour en 2015 par François Hollande. Mais on voit apparaître un nouveau système de marginalisation, de négation, d'élimination, pour reprendre les termes de Tissot, le déni. Alors, sous des prétextes soi-disant républicains, on va nier toute différence, toute identité, tout patrimoine, toute langue, toute culture, toute histoire des Roms. Tout ça n'existe pas, même le mot de Rome n'est pas utilisé, n'est plus utilisé. Idéologie jacobine, radicalement hostile à l'idée même de la diversité ethnoculturelle dans l'égalité. C'est quand même ça qu'on cherche à avoir, la diversité, la richesse culturelle, mais dans l'égalité des droits et du respect. Non, on va vers une espèce de république des clones ou république des Playmobil. Mais à ceci, dans le cas des Roms, s'ajoute la dimension de mépris pour tout héritage, puisqu'on nie l'héritage lui-même. La notion même de Rome devient pour ces gens-là une construction. Le Rome n'existe pas, c'est une construction. Mais c'est quand même une construction qui est construite par tous les Roms et par tous les non-Roms. Donc il faudrait réfléchir, avant de la jeter aux oubliettes, si cette construction est plus une construction que les autres constructions. Parce que si on applique les critères de déconstruction, justement, et qu'on les applique à d'autres groupes humains, on s'aperçoit que dans tous les cas, c'est une représentation, une construction, puisque la vie est faite de ça. La langue est faite de ça. Alors on entend un autre argument de déni. La culture des Roms n'est pas une culture, puisqu'elle recouvre un ensemble de cultures, elle n'est pas nationale ou autre. Bon. Mais quelle culture vivante est monolithique? J'en ai pas encore trouvé. Peut-être que je vais passer chercher. Le déni prolonge celui qui faisait appeler les Roms vagabonds, nomades, GDV, dans les voyages, yougoslaves, etc. Et puis, il y a le fameux doute épistémologique. Ah oui, il y a une langue. Vous dites qu'il y a une langue. Oui, mais, qu'est-ce qui nous le prouve? Ah, il y a le mot Rome. Ah oui, mais qu'est-ce qui nous le prouve? En décembre, je crois que c'était vous qui avez entendu à la radio dire que c'est Crouzet qui a inventé le mot Rome. C'est un grand honneur pour nous. On le considère comme un vieux. Parce que le mot Rome, on le trouve pour la première fois en 1375. J'étais très jeune à l'époque et je l'écrivais plus. Voilà. Donc on a des dénis comme ça, mais des dénis tellement cousus de fil blanc qu'on n'a même pas de contre-argument. Ce qui n'empêche pas que ça circule. On a le même déni sur la diversité, l'évolution, le génocide est dénié, mais ça on a l'habitude avec Fort Harrison, l'esclavage est nié, tout ça, vous avez l'arbre, c'est représenté, je crois, voilà, ça c'est là-bas. Ce que la hache du nazisme et des autres tentatives de génocide n'ont pas réussi à faire, à couper l'arbre, maintenant c'est ces vers qui vont attaquer les différentes racines qui sont la langue, la culture, la tradition, le droit coutumier, l'origine, l'histoire, l'esclavage, tout ça, ces vers sont particulièrement efficaces et ils risquent d'abattre l'arbre plus efficacement que la violence. La Fontaine le disait déjà. Je pense que chez ces gens-là, il y a une confusion, ils n'ont pas tout à fait compris l'ambiguïté du mot solution en français. Quand on parle de solution en français, on peut parler d'une solution saline, où le ciel, ou le sel est dissous dans l'eau, mais la solution s'appelle la solution d'un problème. Mais ce n'est pas en dissolvant les gens qu'on va trouver une solution au problème qui se pose ou ne se pose pas, c'est aussi une question. Et alors, si par hasard, la notion de Rome existe, elle est vue justement comme un stigma. Alors le stigma, j'appelle ça le culte du stigma,
on va tous se concentrer sur le stigma, parce que se plaindre sur un stigma, c'est consensuel, ça fait plaisir à tout le monde, mais ça renforce le stigma en même temps. Alors, un exemple que je vous ai donné ici, c'était charmant. L'association des femmes d'Antoinette Foulque faisait un dictionnaire des grandes créatrices du monde. Et puis il s'est trouvé que j'ai appris que le projet existait. Je leur ai proposé de présenter quelques femmes, roms créatrices, poétesses, peintres, musiciennes, etc. Ils ont accepté, très très bien. Donc on a fait les articles, une vingtaine, et lorsqu'on a reçu la demande de bons à tirer, j'ai vu que ces poétesses roms, par exemple, ou ces écrivaines roms, n'étaient plus roms. Elles devenaient macédoniennes, polonaises, slovaques, etc. Je leur ai dit, mais pourquoi vous avez supprimé ça? Vous avez ça ici? Mais on ne voulait pas les stigmatiser. Donc vous voyez avec quelle profondeur il faut aller dans les tréfonds de leur couche limbique, je reviendrai sur les couches limbiques dans un instant, pour leur faire comprendre que Rome, ce n'est pas forcément une insulte. Et que s'ils le considèrent comme une insulte, c'est qu'ils ont quelque chose à régler. Un petit bug, là, il faut mettre un patch pour changer leur système. Eh bien non, ils n'ont pas intégré Rome. Pour ne pas les stigmatiser. Alors, quand je leur ai dit, traitant par l'humour, je dis, vous savez, c'est une très bonne idée que vous avez là, c'est peut-être ça qu'ils n'ont pas compris, qu'elles n'ont pas compris, mais vous devriez mettre dans votre dictionnaire des femmes un certain nombre d'hommes importants, mais sans dire que c'est des hommes pour ne pas les stigmatiser. Ça n'a pas marché. Bon, il y a d'autres exemples avec le musée de l'immigration, le musée de l'homme, parce que ce que nous faisons en ce moment, c'est inclus dans plusieurs choses. C'est inclus dans ce que vous avez vu, la mémoire des persécutions du peuple rome, mais je préfère parler de la mémoire de l'histoire, parce qu'on ne peut pas se focaliser sur les persécutions, sur ce stigma justement, mais aussi dans la saison Rome à Paris, qui a été lancée dans une discussion il y a 2 ou 3 ans, sauf qu'à Paris, ils ont enlevé le mot Rome pour le remplacer par Tzigane, ils ont enlevé le millénaire. Donc c'était un recyclage, si vous voulez, un recyclage au rabais. Donc, ce qui n'empêche pas qu'ils ont publié cet article de mise au point, parce que là, ils n'avaient pas de contre-argument. Mais le musée de l'homme a fait quelque chose d'un petit peu semblable, etc. Et un autre système de confusion, de négation, c'est de mettre sous le nom de Rome des gens qui ne sont pas Roms. Donc on met des Roms, on met des Moéso-Roumains, on met des Ashkali, on met des BH, on met des Yéniches, on met des Pavis d'Irlande, on met des gens comme ça. On dit oui, mais ces gens-là, ils n'ont rien à voir entre eux, donc les Roms n'existent pas. C'est un peu comme si vous êtes dans un quartier, vous dites ça, c'est le quartier arabe. Un quartier arabe. Vous allez voir ce qu'il y a chez ces Arabes. Alors vous avez des Arabes qui parlent arabe, des Turcs qui parlent turc. Hein. Vous avez des Afghans qui parlent dari, hein, ou ourdou. Vous avez des Sénégalais qui parlent wolof ou peul. Vous avez des gens comme ça, et ils ne se comprennent pas. Donc vous dites, mais l'arabe n'existe pas. Et ça c'est amusant quand on prend l'exemple visible, transparent comme ça. Et c'est exactement ce qui se passe. Et c'est ce qu'a fait justement le musée de l'immigration, en mettant des Arabes qui n'avaient rien à voir avec les Roms, en mettant des Celtes qui avaient une caravane, en mettant des gens, des Moéso-Roumains, qui sont justement cette minorité archaïque, très sombre de teint des Balkans, qui n'ont rien à voir avec les Roms. On les met ensemble, on dit, vous voyez, ces gens-là, c'est pas la même chose, donc les Roms n'existent pas. Côte d'Europe démontre tout. Alors la corruption, je voulais quand même la mentionner, la corruption, mais c'est un sujet, je pense qu'on pourrait faire 4 ou 5 séminaires sur la corruption, aussi bien mentale que financière. Voilà, donc, et là, un élément qui est quand même, je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est que pour comprendre toute cette discrimination, il serait essentiel tout de même de reconnaître que l'humanité, ça n'est pas forcément ce qu'on nous avait promis. Hein, l'humanité, elle a beaucoup elle est très complexe, elle a beaucoup de violence, de délinquance, de mensonges, de faiblesse, d'opportunisme, de paresse, d'égoïsme, de lucre, etc. Tout ça, ça existe dans l'humanité, il ne faut pas le nier. Mais ce que je nie, moi, c'est cette image qui fait que le Rome est là-dedans. Et il est défini
par ses défauts, par ses vices. L'attitude de beaucoup d'antiracistes, de gens qui luttent contre la tziganophobie ou l'anti-tsiganisme, comme on dit en Allemagne, c'est d'accepter que le Rome soit imprégné de tout ça et de dire oui, mais nous, on est gentils, on va l'aimer au-delà de ça. Et c'est ce qui est tendance à être fait, notamment au niveau de certaines démarches des Américains et du Conseil, pas du, oui, mais du Conseil de l'Europe, mais de Bruxelles aussi, à un certain point. Il faudrait contrer des siècles de calomnie. L'injustice, c'est là. L'injustice, c'est d'avoir fait l'amalgame entre les gens les plus vicieux et les Roms. Dans toutes les sociétés, il y a des pyramides, avec des gens qui sont particulièrement généreux, en principe. En haut, aujourd'hui, c'est plutôt les gens qui ne sont pas généreux qui arrivent en haut. Bon. Mais traditionnellement, une certaine élite, du moins de mon côté, c'est des gens qui ont de la culture, qui veulent la partager et qui veulent le bien des autres. Et très souvent, d'autres sont réduits à la survie, et quand ils sont bernés par des publicités de consommation, évidemment, ils ont tendance à se refermer sur eux. Et ça existe partout, ça existe chez les Roms, chez n'importe qui. Mais un acte raciste, c'est de vouloir comparer les Roms de la base, ceux qui ont été rejetés en bas, avec l'élite qui souvent est une élite de fiction. Une bonne famille, avec le papa qui est médecin, la maman qui est avocate, les enfants qui vont dans telle bonne école, etc. Disant voilà, ça c'est le prototype du Gadjo, du livrin, et le Rome, son prototype, c'est le mendiant, Signoret de Malové, etc. Alors si on compare, on compare. Mais qu'on compare les Roms qui sont impliqués dans des choses hautes, les Roms artistes, les Roms scientifiques, les Roms qui font de la politique, en France, il n'y en a pas beaucoup, mais dans les pays de l'Est, il y a des quantités. Le chirurgien le plus célèbre, le meilleur chirurgien de Bulgarie, c'est le professeur Tchirkov. Alors qu'on compare Tchirkov avec un homologue français, mais qu'on ne compare pas un chirurgien français avec un Signoret de Malové. Voilà, donc ça c'est le genre de choses. Il faut rendre visite le patrimoine positif. Parce que tout ce qui est fait, c'est que les aspects sordides occultent le positif. Donc redonner le positif, mais ça doit être fait contre ceux qui font la négation. Alors, pour finir, donc, je quitte l'aspect français et je vais terminer en quelques minutes parce que Yetta, vous voulez vous parler aussi des problèmes des manipulations de questions de réfugiés roms, comment des systèmes qui ne sont pas au départ racistes ont des conséquences racistes, donc il faut que, même si j'ai pris un peu plus de temps qu'elle, avec elle ça peut se faire sous forme d'échange et de questions, je crois que ça marchera bien. Donc, l'erreur des projets d'intégration qui sont si nombreux au niveau européen et qui ont englouti des milliards, je dis bien des milliards d'euros, c'est de croire que le problème vient des Roms. En fait, c'est le problème du rejet par des riverains qui ont une mauvaise perception, une perception erronée des Roms. Je vous donner un exemple. On a le neveu d'un ami qui s'est fait embaucher dans une entreprise en Seine-Saint-Denis pendant 4 ou 5 ans, tout a très bien marché. Et le patron était très content. Ils sont devenus amis, mais il ne savait pas qu'il était derrière. Et puis, bon, il a marié sa fille, donc il a dit à son patron, tu viens. Le patron est venu. Il arrive, il prend au milieu des Roms, il ouvre des yeux comme ça. Ah, vous êtes Rome? Ah oui, pourquoi ça te gêne? Ah non, et puis ils vont boire un coup. Et il le regarde dans les yeux, le Rome, il regarde l'autre dans les yeux et il dit, dis-moi franchement, quand je suis venu demander un emploi, si tu avais su que j'étais Rome, tu m'aurais embauché. Et avec autant de sincérité, l'autre a répondu jamais. Et on parle de rejet, on parle de refus d'intégration. Donc il faudrait trouver de quel côté est le refus d'intégration. Enfin, integration, au sens américain du terme, c'était justement integration, c'était de dépasser de l'histoire de je ne veux pas de noirs dans mon école, je ne veux pas être avec des petits jaunes, je ne veux pas être avec des japonais, etc. Et la integration, des années 50 aux États-Unis, c'était le combat contre le rejet par la majorité blanche. Alors qu'en français, ça a pris le sens absolument inverse. Voilà. Mais pour arriver à ça, il faut changer l'image du Rome, pour arriver à une amélioration. La perception, ça ne peut pas se faire en 3 jours. Hein, ni même une séance ici. Mais en 20 ans, je vous dis, on a changé l'attitude vis-à-vis de la nicotine. Si on y met les mouvements, c'est bien
diable si on n'arrive pas en quelques années, 20 ans, 30 ans, mettons, à changer justement la perception globale. Cette désinformation séculaire, il y a besoin de réinformation. Mais c'est devenu impossible pour deux raisons. Parce que les négationnistes, qui disent qu'il n'y a pas de Rome, il n'y a pas de culture, il n'y a pas de langue, il n'y a pas de ceci, donc tous les vers rouges là, qui rongent les racines, s'opposent à ce qu'on donne une véritable... Comment donner une information sur quelque chose qui n'existe pas et qui, académiquement, est considérée comme non existante. Et l'autre problème, c'est la non-application des jeunes hommes. Non-application qui est vraie ou fausse. Parce que si vous voulez, j'en reviens, le musée de l'Homme, qui a fait une très très belle, d'ailleurs, et je dis ça sans ironie, exposition sur le racisme, et m'avait contacté quelques temps avant pour avoir des informations sur les Roms, pour faire un segment Rome. Et donc, avec des associations de jeunes de Saint-Denis, on a rassemblé 4,5 kg de documents, on leur a envoyé, et rien n'est passé. Rien n'est passé. Ils ont mis une petite affiche qui est représentée ici, où on parle ni de culture, ni de langue, ni d'identité, ni d'histoire, ni d'origine. Simplement, on dit qu'il n'y a pas plus de racisme dans les régions où il y a beaucoup de Roms que dans les régions où il n'y en a pas beaucoup. Pour un statisticien, ça peut être intéressant. Mais est-ce que c'est vraiment le message qu'on souhaitait voir passer? Et le pire, c'est que Mme Evelyne Hayer était venue déclarer sur Arte, dans les fameuses 28 minutes, et vous savez, les Roms, on ne peut pas dire grand-chose, il n'y a pas de contre-discours de leur part qui déconstruirait les discours racistes existants. Bon, les jeunes leur ont envoyé. Ils l'ont su. Je sais qu'ils l'ont su. Mais il n'y a pas de contre-discours. Donc, la démobilisation, est-ce que vous pensez qu'une attitude comme ça ne va pas démobiliser encore plus les jeunes qui vont beaucoup les intéresser par Gucci, par Facebook et par les chats qui tombent dans l'eau de YouTube que par le travail. Donc, ce genre d'attitude contribue à détruire la motivation. Cette motivation, cette démotivation, elle a des causes dans le communisme et le protestantisme, qui nous ont enseigné que tout travail mérite salaire, qui au départ est une chose très bien, mais qui a été pervertie, en ceci que c'est devenu sous le communisme, si tu ne me payes pas, je ne fais rien. Et c'est sûr que payer quelqu'un, salarier quelqu'un pour combattre le racisme, c'est pas forcément la meilleure méthode. On encouragerait plutôt la corruption. D'ailleurs, c'est ce qu'on a vu en Europe de l'Est. Et puis l'autre mal, c'est la consommation compulsive, qui est quasi, pour moi, c'est de la pathologie, qui va s'enraciner dans l'égoïsme, la perte du sens de l'intérêt collectif, etc. Donc il faut mener un combat à la fois contre ces négationnistes chauvins et contre la démotivation des jeunes. Alors deux ou trois pistes pour finir sur l'analyse des projets. Les projets qui ont été conduits par l'Union européenne en général contre la tsiganophobie et pour l'intégration entre guillemets des Roms, oubliant que les Roms étaient très bien intégrés toutes les fois qu'on leur permettait. D'abord, ils sont fondés sur des analyses erronées qui ont été faites sur la base de textes recopiés depuis le XVIIIe ou le XIXe siècle. Même si c'est des quelques décorations cosmétiques avec des statistiques soi-disant récentes. Ensuite, ces projets sont préparés sans connaître la réalité, par des gens qui sont extérieurs et qui voient la réalité Rome tout à fait de l'extérieur, comme eux la voient, ils ne se rendent même pas compte que ça peut être différent. Ils la voient à travers le prisme de leurs propres préjugés de l'extérieur, pour ne pas dire leurs sales préjugés de l'extérieur. Les projets ensuite sont conduits pour justifier les subventions, avec une date limite. Il faut que tout soit dépensé à cette date, sinon le projet est mauvais. Alors, vous imaginez, en Roumanie, Bulgarie, Pologne et en France, comment ça se passe? Les rapports sont totalement faux. On va faire une anthologie de rapports totalement extraterrestres. Évidemment, il n'y a pas de résultat, parfois des résultats infimes, mais il n'y a pas de résultat. Donc, la population, la population des riverains qui souvent est dans le même état de pauvreté que les Roms, va être facilement malléable de la part des radicaux de droite et des racistes. Vous voyez, l'Europe dépense des quantités d'argent pour ces tziganes, ils ne veulent pas sortir de leur merde. Hein.
c'est le mot govno que j'ai entendu employé par Siderov en Bulgarie. Ils ne veulent pas. Évidemment, l'argent n'y arrive pas. Et s'il y arrive, c'est des projets totalement ineptes et qui sont faits à la hâte pour justifier les subventions. Et pour finir, devant toute cette corruption massive, l'aveuglement de l'Europe. J'ai participé à un projet qui a eu plus de 1 million d'euros. C'est un projet d'enseignement en ligne. Et là-dessus, il y en a 620 000 qui ont été détournés par le chef de file hongrois, avec les bénédictions de l'Europe. Tout le monde a trouvé ça normal, puisqu'il y a eu des rapports estampillés, firmés, souscrits, comment on dit, signés. Voilà. Donc, dans tout ce qui est raciste, il faut d'abord, dans les éléments racistes, dans les épisodes racistes, il faut identifier la composante raciste, ce qui est vraiment raciste. Et il faut identifier le poids relatif, le poids spécifique, on dirait en physique, du racisme dans tout ça. Ensuite, il faut voir si la motivation est raciste au départ ou non. Il faut voir s'il y a eu une finalité, parce qu'une motivation et une finalité, c'est pas la même chose. Il peut y avoir motivation raciste, mais pas de finalité raciste. Et inversement. Il faut voir si quelque chose qui n'était pas raciste apparemment n'a pas des conséquences racistes. Il faut surtout déconstruire cette focalisation sur des groupes mal sociaux. On les appelle souvent des groupes sociaux. Hitler utilisait le terme de asocial ou de antisocial. Je préfère dire mal sociaux pour éviter de tomber dans le piège. Et surtout les généralisations abusives à tous les Roms de quelque chose qui se passe au niveau de quelques-uns. Tout le monde connaît l'histoire du bonbon qui a été volé dans une classe maternelle. Le bonbon a été volé, il y a un manouche, tout le monde regarde le manouche. Ça c'est connu. Et alors ça, on le voit dans la presse de façon démultipliée, bien sûr. Et alors la presse, on avait passé l'enregistrement d'un documentaire sur des lits dans la région de Bordeaux, où les policiers disaient qu'ils soupçonnaient des gens du voyage d'être coupables. Le policier le dit une fois, et le journaliste dit 12 fois, ce sont les gens du voyage qui sont responsables. C'est un petit peu le coup du bonbon, hein. C'est pas très long. Mais ça leur permet de faire une condamnation ethnique, parce que les gens du voyage, c'est pas ethnique, c'est soi-disant administratif. Sauf que tout le monde sait, c'est pas la peine, l'hypocrisie est évidente. C'est justement utiliser un terme soi-disant administratif pour identifier une ethnie et pour pouvoir l'accuser sans être anticonstitutionnel. C'est à ça qu'a répondu le décalogue du Palais Bourbon, qui a été amené au Parlement il y a à peu près 10 ans par une autre association rome, donc pour dire on ne veut plus de ce terme de genre du voyage. Mais c'est en bonne voie. Hein. Donc là aussi, tout est bloqué par les négationnistes et la démotivation. Voilà, je pense que le reste, on pourra le faire. Je vais d'en faire un article. Et puis, tout de même, que faire pour demain? Parce qu'on arrive aujourd'hui. Bon, ce qui est important, c'est de déconstruire l'image. Il faut distinguer le tzigane, qui est l'image, et le rome, qui est la réalité. L'image, la fiction, la représentation, le voleur de poules, le consanguin, etc. On peut tout le mettre sur le dos du tzigane. Et utiliser ça pédagogiquement pour expliquer que ce n'est pas le rome qui est le concitoyen, qui est simplement rome, tout simplement. Lui, il est concitoyen, il a son jardin, il va vendre des légumes sur le marché ou des choses comme ça. Bon, ça, c'est le rome. L'autre, c'est le tzigane. Le tzigane amène au tziganisme. Donc, c'était le gitanismo du 19e siècle espagnol, avec cette espèce comment on peut dire, de promotion d'une image qui n'avait rien à voir avec le gitane normal. Et ce gitanisme ce tziganisme est apparu en même temps que l'orientalisme. C'est ça qui est intéressant. Et l'orientalisme était un instrument de domination des pays colonisés. Et heureusement, les orientaux ont eu leur Édouard Saïd qui a déconstruit, qui a détricoté l'orientalisme.
il a été applaudi. Je pense que personne maintenant ne va lui jeter des pierres. Mais si on essaie de déconstruire le tziganisme, alors là, on est mort. On est mort. Pour demain, qu'est-ce qui va se passer? On entre dans un nouveau monde, avec la plus grande révolution de tous les temps, à mon avis, la révolution numérique, que les snobs appellent digitale. C'est la plus grande révolution de tous les temps, par sa puissance, par sa rapidité, par son ampleur et son omniprésence dans toutes les poches, pratiquement. Même depuis 15 jours, j'ai même moi-même un téléphone comme ça. Ça fait que depuis 15 jours. Une grande partie de la vie était déjà canalisée sur les écrans, transposée à l'écran, maintenant tout est sur l'écran. Et dans ce nouveau monde numérique, qu'est-ce que devienne la culture? Culture au sens anthropologique, pas la culture au sens culture des élites, mais la culture des peuples, au sens anthropologique. Qu'est-ce que devient le savoir, le respect du savoir, la soif de savoir? Qu'est-ce que devient la littérature? L'enseignement, les approches cognitives de tel ou tel phénomène. Que devient le patrimoine? Que devient la tradition, pour les Roms, la crise? Que devient la diversité? Que deviennent les liens humains? Que devient la citoyenneté active? La solidarité, l'engagement, la création, la créativité, l'art, la science et la culture de création. Et ceci, c'est une question qui se pose bien au-delà du domaine Rom, mais auquel on peut participer. Donc culture, savoir, littérature, citoyenneté active, solidarité, engagement. Comme dit l'autre, on me dit à présent que ces mots n'ont plus cours. Mais cette révolution englobe et dépasse les domaines à la fois techniques, économiques, industriels, mental, politiques et moral, parce qu'elle est infiltrée partout. Elle crée cette révolution numérique, elle crée dans le sens de produire, hein, comme un dieu, tout un nouveau système anthropologique qui formate les esprits dès la petite enfance, dans la mesure où chacun s'y réfère inéluctablement dès qu'il a son smartphone. Et ça commence tout. Le smartphone devient le tout-puissant, une nouvelle religion. Et là, une religion inverse, parce que là, chacun possède son Dieu dans sa poche. C'est assez inédit, c'est assez original. Et le Dieu est disponible à tout instant. Et il est efficace. C'est pas comme l'autre Dieu, on ne sait pas, on va le prier, mais on ne sait pas ce qui va se passer. Mais là, on appuie et ça marche. C'est un Dieu domestiqué. Et pour des sommes modiques, hein, mon téléphone, je paye 7 € par semaine. Par mois. Bon, c'est encore pire. Dans ce nouveau monde, quelle est la place du racisme? Est-ce qu'il va disparaître? On n'a pas de signe que le racisme disparaisse. Au contraire, il prend une nouvelle vigueur. On a un projet dans Saint-Denis d'essayer de faire condamner l'ensemble des réseaux qui utilisent des discours racistes, notamment dans les commentaires des journaux, parce que les journaux ne peuvent pas avoir de discours racistes, et ils sont censés, comme on dit, piloter, ou je ne sais plus quel est le mot, vérifier les réactions des lecteurs qui sont racistes. Et ils ne le font pas. Donc on travaille avec la DILCRA, qui travaille beaucoup contre le racisme, pour essayer de faire passer au tribunal les gens comme ça. Le racisme et l'exclusion envahissent le monde virtuel. Le monde virtuel qui est le monde dans lequel on vit. Est-ce qu'il change de forme? Est-ce qu'il change de motivation? Est-ce qu'il change de mécanisme? Tout ça, c'est des questions à étudier. Et quelle est la place des patrimoines, au sens anthropologique du terme, là-dedans? Voilà, j'aurais voulu parler, mais je ne le ferai pas, des problèmes aussi à l'intérieur du monde rond, parmi les Roms, parce qu'ils ne sont pas moindres, j'ai parlé des problèmes extérieurs, c'est ce qui nous intéresse le plus dans le combat, mais il y a aussi des problèmes à l'intérieur, comme la Zeltklasse, l'autodénigrement, qui existe aussi, mais qui est lié aux autres aussi. Mais ça pourra faire, je pense qu'on va avoir le lancement d'une série de réflexions, et qu'on aura le temps de reprendre chacun des chapitres plus en détail et d'en ajouter d'autres.